Bonjour, chers amis, et bienvenue à la prescription avec Dr. Fred Lambert. Aujourd'hui, il sera question d'amitié. Cette chose si magnifique, si pure et simple lorsque nous sommes enfants. À la garderie, il suffit de demander à quelqu'un s'il veut jouer avec nous et hop, on est des amis. Et là, déjà au primaire, mais là, les choses changent. Les standards s'élèvent. C'est quoi ta couleur préférée? C'est quoi ton bonbon préféré? Ton émission de télé préférée? Et si c'est la même chose que moi, ben là, on peut être des amis. Et là, on arrive au secondaire. Les clans se forment ou sont déjà formés, ça dépend. Et après, il y a les clans d'adultes, les programmes de cégep universitaire qui nous mènent à être avec des gens qui nous ressemblent le plus. Et là, on arrive à l'âge adulte avec des amis qu'on aime, des amis peut-être qu'on ne veut plus que ce soit vraiment nos amis. Et l'idée de se faire des nouveaux amis semble une chose extrêmement complexe, voire absurde, comme s'il était trop tard pour engager une telle relation avec l'inconnu. Mais il faut dire qu'on aime beaucoup rendre cet échange difficile. On veut que ça soit complexe. Je lisais d'ailleurs dans une revue que j'aime beaucoup qui s'appelle Coup de pouce, les 10 commandements de l'amitié véritable. Alors, selon eux, les voici. Telle qu'elle est, tu la prendras. Attentivement, tu écouteras. Des conpoints, tu ne tiendras. Ton jardin secret, tu lui ouvriras. Des rituels, tu inventeras. Les petites attentions, tu multiplieras. Avec tes amis, tu évolueras. En temps réel, tu communiqueras. Honnête et franche, tu seras. Par l'entraide, tu grandiras. À la base, c'est pas vraiment des mauvais conseils, mais juste à les lire, je trouve ça assez épuisant. Il y a beaucoup de pression, je trouve, alentour de ça. Et c'est beaucoup de choses à accomplir pour une relation qui, me semble, peut être assez simple. Alors, pourquoi je parle de tout ça aujourd'hui? Eh bien, laissez-moi vous présenter mon invité et écoutez bien notre entretien. Vous allez vite comprendre. Chers amis, l'humoriste David Bocage. Diplômé de l'École nationale de l'humour en 2013, David Bocage a d'abord fait sa marque comme auteur et script-éditeur pour Catherine Levac, pour qui il assure aussi la première partie en tournée du spectacle Velours. Créateur et concepteur prolifique, il a initié et joué dans de nombreux spectacles concepts lancés à ZooFest. En 2016, il est finaliste du concours En route vers mon premier gala Juste pour rire et à l'été 2017, il présente Échapper le gâteau, un premier spectacle solo. Alliant stand-up, sketch, chansons et variétés, il exploite sur scène ses multiples talents qui permettent de découvrir son humour unique. David Bocage produit et anime son propre balado « Drette sur le tape », dans lequel il mène de longues entrevues avec des personnalités reliées de près ou de loin à l'univers du hockey. À l'écran, il décroche des sketchs dans Like Moi, la web-série Le Killing et le court-métrage Tony Speed. Le verre d'oreille de confinement BFF à distance lui fait remporter, avec son complice Pierre-Yves Roy Desmarais, son premier Olivier dans la catégorie capsule ou sketch web humoristique de l'année en 2021. Et en avril, il présentera son nouveau spectacle qui s'intitule Essai-erreur. Voici ma discussion avec l'humoriste David Bocage. Salut David. Salut. Ça va bien? C'est ta voix d'animateur. C'est ça, ma voix d'animateur. Content de te rencontrer aujourd'hui.
Je devrais dire tout d'abord que t'es le premier invité que je suis honnêtement nerveux de rencontrer. Ouais, vraiment, vraiment nerveux. Parce que il y a un état un peu... une impression d'être occupation double, amitié, ou bien, tu sais, un Big Brother amitié. Un truc d'amitié dans le sens que j'ai réalisé que ça fait depuis... Attends, j'ai pris ça en note. Depuis 2019 qu'on s'écrit. Ouais. Et en fait, qui est complètement à l'image de l'émission que j'essaie de monter, la prescription, dans laquelle on s'échange des idées. Hey, est-ce que tu as vu ça? Tu as vu ça? Comme ça, on s'échangeait, on est amis sur les réseaux sociaux, mais on s'est jamais rencontrés. C'est vrai. Et plusieurs tentatives de rencontres, aller, hey, on va-tu prendre une marche? Ah non, je viens d'avoir un contrat. Écoute, on a vraiment essayé fort. Même pour le podcast, on a essayé à quelques reprises. Ma famille a eu la COVID. Bref, compliqué. Aujourd'hui, enfin, on se rencontre. Et c'est toujours un peu stressant de se faire des... en tout cas, je sais pas si c'est vraiment l'intention de se faire de faire de toi un ami, mais du moins de rencontrer quelqu'un avec qui j'ai des super bonnes affinités. Et puis là, toi, t'as quel âge maintenant? Là, j'ai 32. 32, j'ai 30... j'ai pas 30 partout. J'ai 41. Donc, il y a tout cet état aussi. Bon, on a une différence d'âge, générationnelle. En même temps, t'es super ouvert d'esprit. Et ouais, là, je me dis, OK, enfin, on va se rencontrer, on va pouvoir voir si on est un bon fit ou on est peut-être juste un bon fit sur écrit. Tu sais. Et honnêtement, c'est drôle que tu dis ça parce qu'en m'en venant, j'étais comme, je pense que c'était ma plus longue relation épistolaire. Dans le sens que, tu sais, de quelqu'un avec qui j'échange sans avoir rencontré. Oh ouais. Tu sais, on dirait que notre relation, on est une que les gens sur les dating apps. Tu sais, les gens se parlent. Oh ouais, là, exactement. Puis, mais culturel. Ouais. Puis, non, honnêtement, je suis vraiment content. Puis, c'est drôle en plus parce que c'est ça, probablement tu m'avais écrit plusieurs fois pendant la pandémie, c'était super gentil, tu checking in comme on dit, là, juste hey, ça va, tu sais, comment ça se passe, ça, des suggestions, tout ça. Puis quand, juste avant que le Omicron frappe de plein fouet avant Noël, tu m'avais dit, parce qu'on a beaucoup d'amis communs. Ouais. Tu m'avais dit, Guillaume Girard vient chez nous ce soir. Puis je me souviens, j'ai fait, ok, cool, je vais regarder ça. Puis finalement, j'avais 3 shows ce soir-là. Puis je me souviens m'être dit, est-ce que je serais allé si j'avais pas eu de show? Parce que là, Omicron commence à sévir puis de c'est que les vacances. Puis finalement, c'est à ce show-là que j'ai attrapé la COVID. OK. Oh! Pour vrai. Ouais. OK, merci de pas être venu. En fait, je l'avais pas. Je l'avais pas. C'est en allant au show que j'ai été à la place d'aller chez vous que je l'ai attrapé. Wow. Et puis après ça, quand je suis revenu, quand tu m'as écrit pour faire ça, tu sais, là, finalement, là, c'est toi qui avait d'autres. Tu sais, finalement, c'est fou. Je fais comme, OK, finalement, bref, on se rencontre finalement. Enfin, on se rencontre. Puis, mais moi, quand même, je t'ai rencontré en étant auditeur. Je t'avais vu la première fois en première partie de 4 Levac. Ça, c'est la première fois que j'ai expérimenté ton art. Et j'avais tellement aimé ça. Puis là, c'est dans le temps de l'époque que je faisais des critiques à Radio-Canada. Puis bon, j'avais peut-être été un peu dur envers Kat pour cette critique-là, mais je t'avais par contre très ovationné. Mais en même temps, c'est drôle parce que t'écrivais des jokes pour ce show-là, pour Kat aussi. Ouais, j'avais écrit un peu sur le premier show. Ça, si je me trompe pas, on parle de février 2018. Ouais, exactement. Donc 4 ans. Exactement. Déjà. Mais oui, je me souviens, en fait, c'était comme un peu ma première expérience de participer à un show, mettons, qui avait des critiques, tu sais, puis qui avait un certain exposure. Puis je me souviens que ça m'avait marqué que vous parliez autant de moi dans la critique, parce que généralement, il n'y a pas vraiment de mots sa première partie. C'est comme, donc le spectacle, tu sais, les gens veulent l'écouter. Fait que ça m'avait quand même, surpris, ça. Ouais, mais puis ma collègue puis moi, on avait beaucoup aimé. Puis finalement, moi, j'ai continué à suivre. J'étais allé te voir avec Échapper le gâteau, qui avait été vraiment un cool show que j'avais beaucoup apprécié. Puis évidemment, on peut pas aller dans les comparaisons. Hélas, je vais être obligé d'en faire une, mais une flatteuse, je trouve quand même que puis je sais que tu l'aimes beaucoup, puis il y a des ressemblances un peu avec ce cher Bo Burnham, je trouve, dans ton style. Mais attends, c'est pas négatif. C'est pas identique. C'est pas du tout identique. C'est que je trouve qu'il y a cette espèce de vitalité, de joie, tu sais, un peu, comme il joue avec l'innocence, puis après il va aller, il va lancer une balle dans l'autre direction. Puis ça, je trouvais ça cool, parce qu'on en a pas bien gros des humoristes comme ça ici au Québec, qui vont aller avec cette théâtralité sans aller nécessairement dans du personnage. Tu sais. Ouais. Donc ça, j'avais trouvé ça vraiment cool. Puis là, après le show, est-ce que tu l'as roulé beaucoup, Échapper le gâteau? Pas tant que ça, honnêtement. C'était tellement des petites prods. Je pense que j'avais fait aux Zoufest comme quelque chose comme 6 fois. C'était mon premier solo. Parce que c'est ça, quand tu sors de l'école de l'humour, tu commences à faire ça. Tu as accumulé 1 heure de matériel qui est pas trop gênante. Ça prend un certain temps. Parce que c'est à coup de... Tu sors de l'école de l'humour, tu as genre 4 minutes.
Puis 3 mois après, tu fais, ouais, elles sont pas vraiment bonnes, ces 4 minutes. Tu sais, fait que monter 1 heure, ça m'a pris comme une couple d'années après l'école d'humour. Plus, ça, c'était ma première heure. Échapper le gâteau. Fait que j'ai fait, je pense, 6 fois ZooFest dans une petite salle de 50 places. Puis là, après ça, les gens disaient, hey, c'était plein vu que c'était des petites salles. Fait que là, je l'avais refaite au Lion d'Or 2 fois. OK. Puis je pense que je l'ai fait un petit peu à Québec, au Comédie l'année d'après, mais c'est pas un show que tu pars énormément en tournée avec. Puis là, la tournée à 4 commençait. Fait que ça devenait ma gig où ben là, t'es parti souvent, puis là, tu te fais connaître des diffuseurs, puis tout ça. Puis assez rapidement, c'est pour ça que j'ai arrêté de faire la première partie à Catherine à un moment donné, c'est que tu outgrow ton matériel. Tu sais, comme moi, là, en ce moment, c'est plus mon matériel, c'est comme des menottes. Fait que là, ça te limite. Donc, à un moment donné, c'est ça qui est arrivé, c'est que là, j'ai laissé la première partie à Catherine pour commencer à écrire du nouveau stock. Ce que je fais en ce moment, c'est une nouvelle heure de rien qu'il y avait dans ce show-là. Donc, c'est comme si je l'ai roulé, mais très rapidement aussi, je sentais que... Fallait passer à autre chose. Ouais, exact. Je pense que... Je me souviens plus c'est qui disait l'humour, c'est comme un fruit. Comme il bourgeonne, il est à maturité, puis à un moment donné, il pourrit. Parce que c'est comme... Faut que tu... Ouais, puis surtout quand il va sur la scène, je veux dire, je pense qu'un show, une fois qui est enregistré, parce qu'aujourd'hui, on a le luxe incroyable d'avoir des enregistrements audio d'un paquet d'artistes, d'humoristes qui ont laissé leur marque, et là, on les écoute avec une distance, puis c'est le fun, puis c'est cool, puis... Mais t'as raison que sur l'air du temps, sur le moment où est-ce qu'on vit, dans les conditions qu'on peut avoir, que ce soit un virus ou une guerre, là, on sait pas trop, c'est sûr que tout ça affecte un peu la j'aime pas dire le mot consommation, mais je veux dire la digestion d'un spectacle d'humour. Tu sais, c'est certain que ça a une influence. Puis là, disons que en ayant terminé justement ce truc-là avec Échapper le gâteau, là, tu travailles déjà une nouvelle deuxième heure. Ouais, exact. Puis attends, juste avant de venir à ça, juste avant que j'oublie, tu as parlé de Bo Burnham. Oui. Puis honnêtement, non seulement, moi, je trouve ça très flatteur, honnêtement. Tu sais, j'étais comme, ah non, mais tu t'excusais. Mais moi, tu sais, c'est un gars que j'adore depuis super longtemps. Non, mais c'est juste l'idée de comparaison. Je sais que la plupart des humoristes, elles détestent ça, même quand c'est des compliments. Tu sais, parce qu'ils font, ah non, mais là, pourquoi j'ai pas besoin que tu ailles dire. En même temps, oui, c'est vrai que t'as ta signature, comme je le mentionne, t'as vraiment une signature unique dans le milieu ici. Puis, mais je pouvais pas m'empêcher de penser un peu à ce personnage-là, avec la musique, avec tout ça. Puis aussi, l'idée aussi de petite prod, tu sais, je sais que toi, tu fais justement des petits tournages tout seul avec ta caméra, tout ça. Lui aussi, je sais qu'il manie un peu cet art-là. Donc, c'était un peu le parallèle même à ça, même si le discours n'est pas pareil du tout. Là. Non, c'est ça, mais je trouvais ça, tu sais, puis je me comparerai jamais à lui, là. C'est un gars qui a un talent que j'accoterai jamais, là, mais qui est formidable, mais c'est un gars que je suis depuis super longtemps. Puis c'est pour ça que, tu sais, beaucoup de monde ont découvert pendant la pandémie avec Inside, tu sais. Puis c'est drôle parce que là, c'est un podcast audio, mais j'ai failli mettre, j'ai comme un hoodie de Inside. Okay. J'ai failli le mettre pour toi, puis je me suis dit, il était comme sale, puis je suis comme, non, je le mettrai pas. Puis, une chance, c'est audio, c'était pour nous deux. Mais, ça pour dire, beaucoup de gens l'ont découvert avec ça, j'ai senti qu'il y a comme un autre. Là, vraiment, il y a comme pogné une coche de mainstream où les gens sont comme, OK, là, on sait tous qui il est. Mais ultimement, moi, j'avais été voir son show Make Happy, je l'avais vu 2 fois. Okay. J'étais allé à Toronto parce qu'il venait pas à Montréal. J'étais allé à Burlington le revoir. Puis l'autre d'avant, Watt, il était venu à JFL. Et c'est ça, c'était à l'été 2013. Je sortais de l'école. Puis je me souviens, j'avais demandé à des amis, hey, je vais voir ce show-là, je sais pas si vous voulez venir. Puis personne n'était venu. Tout le monde était comme, ah non, je sais pas, non, ok, whatever. Ok, t'étais là. Ouais, j'étais là à Watt, puis j'avais été tout seul. Puis je pense que c'était back-à-back, 2 shows, 2 soirs de suite, c'était lui puis John Mulaney. Ah oui. Puis John Apatow, c'est là qu'il est venu le spotter au festival et après il l'a amené dans des productions ensemble. Ouais, je sais qu'ils ont travaillé beaucoup. Il était comment, je pense que c'était un gars de ta génération, puis il y avait comme 24 à ce moment-là. Ben, il était une vedette de Vine, c'était surtout ça. Ben même avant Vine, c'était YouTube. C'était YouTube, c'est ça. Puis moi, je pense que c'est à l'été 2010, ça, puis je me souviens, beaucoup de gens à qui j'ai reparlé cette année, l'année passée quand il est sorti Inside, m'ont rappelé comme, ah non, c'est toi qui m'en avais parlé en premier dans telle année, puis j'étais comme, mon Dieu, mais suis-je le OG fan de... Pour dire à quel point, moi, quand Watt est sorti, j'ai tellement aimé ça, puis un certain temps, je l'avais tellement regardé que mon plaisir, c'était d'amener des amis chez nous, le mettre, puis regarder leur réaction en regardant Watt, et puis les yeux qui brillaient, puis tout ça, puis là, j'étais tellement heureux de faire découvrir ça. C'est un de mes shows encore peut-être mon préféré, en fait, de lui à date. Honnêtement, moi, ça a été... c'est pour ça que juste pour, tu sais, comme boucler la boucle sur ce que tu m'as dit par rapport à mon show, pour moi, c'est un show qui a comme un peu...
pas changé ma perception, mais moi, je sortais de l'école de l'humour, tu sais, puis je savais que j'étais pas... tu sais, j'étais pas un stand-up per se, tu sais, j'étais pas un gars de tabouret, en même temps, j'avais le côté musical, en même temps... Tu sais, j'avais comme plusieurs niveaux, mais tu cherches encore, tu sais, ton identité, puis ça prend des années, tu sais, puis c'est jamais fini d'être moulé, puis quand je me suis encore... Tu sais, je me souviens sortir de l'Astral sur Sainte-Catherine, puis comme, je pense, devoir prendre un moment pour m'asseoir sur le trottoir pour juste comprendre ce qui vient de se passer, tu sais, puis dire comme, attends, ce que je viens de voir là, c'est comme... Complètement fou. Ouais, tu sais, puis c'est, OK, c'est possible, tu sais, c'est possible. Tu sais, en ce moment, tu sais, à l'époque où je suis sorti, c'était, tu sais, le gars qui était au top, c'était Louis C.K., puis là, c'était comme... Tu sais, c'est toujours, les gros noms vont dicter un peu les courants, OK, stand-up pur, blablabla. J'étais comme, c'est cool, j'ai tellement de respect pour ça, mais je sais que c'est pas mon identité pure. Moi, j'ai d'autres affaires que je veux amener là-dedans. Puis c'est comme si là, pour la première fois, j'étais comme, ça se peut. Ça se peut d'être comme... pratiquement d'être plus proche du théâtre, tu sais, puis c'est pour ça que des gars comme les Denis Drolet ou des trucs comme ça, j'étais comme, OK, c'est pour ça que je suis plus attiré par ces affaires-là. Fait que oui, ce show-là, écoute, je te le dis, je suis sorti de l'Astral, puis là, j'étais comme, je voulais tout de suite réécouter, revoir, puis je me souviens, à cette époque-là, tu sais, c'était pas encore sur Netflix, puis tout ça, puis je me souviens, il y avait des bootlegs, des chansons sur YouTube. Ouais. J'ai écouté ça pendant des mois. Moi, j'ai acheté le disque. Ah ouais, moi aussi, je l'ai acheté. Puis je l'ai encore sur une de mes sets d'affaires sur iTunes que ça part dans mon auto quand je me connecte. Puis ça a pris, mais avant que ça sorte, ça a pris du temps. Puis j'ai réécouté toutes les bootlegs. Puis parce que j'étais comme, non, attends, il y a trop d'affaires qu'il fallait que Bref. Puis on parle même pas musicalement à quel point il est vraiment fort, ouais. Donc ça, c'est vraiment... En tout cas, on n'a pas encore parlé de notre prescription de cette semaine, mais clairement, si vous avez un peu de temps, allez écouter du Bo Burnham, c'est quand même très cool. Absolument. OK, donc ça vient d'où, ça, l'idée de faire rire le monde, l'art de l'impro? Parce que tu me donnes vraiment l'impression que tu fais ça pour les bonnes raisons. Moi, en tout cas, du moins, tu me donnes, tu sais, c'est purement pour l'art d'aller sur scène. Tu sais, on fait tous un peu la même chose. Hein, moi, je suis musicien, bon, toi, t'es humoriste, c'est cool. On va sur la scène pour créer quelque chose qui, pour un certain temps, les gens prennent une pause d'eux-mêmes dans la salle, puis pendant 1 heure, ils vont aller dans un autre univers. Moi, j'ai l'impression que tu y vas pas pour... le fame, même parce qu'on le sait qu'en humour, tu peux vraiment devenir très populaire, tout ça. J'ai l'impression, quand je te voyais sur scène, que tu y allais vraiment pour aller chercher tous les gens de la salle puis les amener avec toi, mais peut-être, est-ce que tu es quelqu'un qui avait besoin beaucoup d'attention quand tu étais jeune, ou c'était tout ce fameux stéréotype des humoristes, ou c'est vraiment l'idée de faire rire, tu faisais de l'impro quand tu étais jeune, je sais pas d'où ça vient, ça. Est-ce qu'on est brisé? Non, c'est pas vrai. Non, mais... Non, honnêtement, c'est ma question. C'est la question. Puis honnêtement, plus je rencontre, ou tu sais, j'ai beaucoup d'amis humoristes, plus je rencontre, je vois aussi à quel point tout le monde vient de backgrounds différents, puis pour des raisons différentes. T'sais, on dirait qu'il n'y a pas un modèle. Je sais que les gens pensent souvent le class clown, celui qui parlait fort, mais c'est très différent pour tout le monde. Personnellement, je sais pas, honnêtement, je pense que ça, en vieillissant aussi, c'est une réflexion que j'ai de plus en plus, mais je pense que ça a beaucoup à voir ça avec mon rang dans la famille. Okay. J'avais un vieux numéro quand j'ai commencé sur le rang familial, puis comment ça détermine beaucoup nos personnalités. Puis moi, je suis le 3e de 4. Okay. Donc, si t'es l'aîné, il faut que tu t'occupes des plus jeunes. Si t'es le bébé, t'es le bébé. Il y a toujours des personnalités. Ça vient que des fois certains. Puis je pense qu'en tant que 3e de 4, semi-middle child, ça revient souvent des humoristes, l'affaire du middle child, parce qu'il y a comme un genre de rôle de... J'ai des mots en anglais, que je cherche en français, mais de défaire les tensions, je trouve, dans l'espèce de... Okay. Parce que quand t'es le bébé, c'est comme tu t'occupes le plus vieux, comme non, tu sais, il faut que je pense que le middle child est un petit peu le rappeler, hey, c'est on cool. détend l'atmosphère. C'est cool, là, c'est pas grave, là, tout ça. Fait que je pense qu'il y a un petit peu de ça là-dedans. Je me souviens pas, tu sais, je pense pas que j'étais tant class clown ou crier ou essayer d'avoir l'attention dans la classe. C'était plus, je pense, de faire rire les gens autour de toi, tu sais. Puis je pense que j'étais quand même aussi je pense que très jeune aussi, j'avais un petit côté, pas comedy nerd, parce que j'en check pas tant que ça, mais il y avait quelque chose avec l'art de l'humour, tu sais, aussi, parce que l'humour dans la vie, c'est une chose, mais l'humour sur scène, puis à travers ça, il y avait le cinéma, il y avait toutes ces affaires-là, mais c'est ça, c'est sûr de dire d'où ça vient, mais il y avait cette affaire-là, tu sais, puis j'avais déjà, à un moment donné, j'ai un ami qui m'a déjà dit, genre, puis j'ai déjà dit, je pense que c'est le plus beau compliment qu'on m'a jamais fait, mais j'ai un ami qui m'a déjà dit, tu sais, dans un party, il y a comme le gars qui parle vraiment fort dans le salon, genre, qui est un peu gossant, puis il y a le gars qui raconte une histoire dans la cuisine, puis c'est vers lui que
que les gens vont parce que c'est lui qui est vraiment drôle. Puis il m'avait dit ça, puis là, c'est drôle parce que je racontais à propos de moi-même, fait que ça a l'air supra-narcissique, mais ultimement, bon. il m'avait dit ça, puis j'avais fait, wow, c'est genre le plus beau compliment qu'on m'a fait de ma vie. Puis il m'avait dit, ah, toi, t'es ce gars-là dans la cuisine que... T'es le gars de la cuisine. Exact, qui a des histoires. Fait que, honnêtement, je sais pas, j'aimerais tellement ça avoir une réponse de comme 16 janvier 96. C'est ça. Non, mais t'as des bons parents, t'as des bons frères et sœurs, tout est cool. Mais je suis aussi le... Tu sais, je pense que l'humour, c'est d'être à côté de la traque, puis je suis le mouton noir de ma famille, là, sans aucun... c'est vraiment, il n'y a pas à redire, comme tout le monde dans ma famille a minimum des maîtrises, des doctorats, sont allés à des écoles prestigieuses. Et moi, je tweak et retweak des jokes absurdes, dark, pour, mais ça pour dire, dans le sens que je le dis pas ça, dans le sens que, oh non, clairement, il y a déjà, tu vois que ça vient, je pense que l'humour vient d'un point de vue de, voyons, je suis pas normal, entre guillemets, tu comprends ce que je veux dire? Fait que clairement que dans mon écosystème familial, il y a comme, OK, il y a la base de, il y a de quoi là pour que quelqu'un devienne humoriste. Non, je comprends. Puis c'est vrai, l'impact familial est très important quand vient le temps de parler de la scène, puis aussi de la confiance. Par rapport à ça, mais malgré tous les diplômes de ta famille, tu as sûrement été encouragé positivement à faire ton truc. Ouais, honnêtement, tu sais, puis honnêtement, l'apport aussi de ma famille va au-delà de, tu sais, mes parents sont vraiment des bons personnages, tu sais, puis tu vas me dire, tous les parents le sont, là, tu sais, puis on le devient, mais à ça, mes amis disent non, mais toi, c'est une autre affaire. Genre, non, mais lui, vous connaissez. Dans le sens que mes parents sont très colorés, tu sais, puis j'ai beaucoup de personnages dans ma famille. Il y a beaucoup d'affaires que je raconte ça à des gens comme toi, tu sais. Puis le monde font quoi? De quoi ta tante qui fait du bungee à 87? Ah, vous avez pas. Non, tu sais, il y a tout le temps, il y a beaucoup de couleurs, puis je pense que ça nourrit ton espèce de cerveau d'enfant qui est comme, ben voyons, c'est bien d'autres, ben voyons. Toutes les affaires, puis tu remarques, en tout cas, bref. Donc, tu fais ça à la mitaine, là, t'as toujours un calepin, un petit crayon, puis tu te promènes, puis tu fais, oh, ça ici, je prends ça, j'attrape cette situation-là, je vais la repenser plus tard, ou non, je sais pas. Ouais, c'est beaucoup de ça, honnêtement. Le calepin, moi, j'aime beaucoup travailler à la main. C'est sûr que là, maintenant, souvent, ce que tu as sur toi, c'est le téléphone. Ouais, ça aussi, là, ça aide. Là. Ouais, surtout j'aime beaucoup les voice memos. Je pense que c'est l'app la plus utile. Pour toi? Ouais, que quand t'as beaucoup de mes chansons ou de mes jingles ou de mes idées ou d'un delivery ou d'une musique comique de quelque chose, c'est dur à reproduire quand tu l'as sur le moment. Ouais, exactement. Ouais. Fait que ça, c'est assez pratique. Mais souvent, c'est vraiment ça. C'est tu vis, puis il se passe de quoi. Faut que tu aies la chance d'aller, puis là, l'idée, puis après, tu retravailles cette idée-là, tu sais. Ouais. C'est pour ça que, malheureusement, c'est pas une job où tu peux dire, OK, je m'assois aujourd'hui, puis j'écris... Non. 4 tunes, c'est comme essayer de t'asseoir sur une bolle sans manger puis en disant je vais forcer, c'est comme non, ça marche pas. Malheureusement. Désolé pour la comparaison scatologique. Non, c'est une bonne comparaison. Mais en tout cas, je sais pas si aussi, juste pour revenir, parce que tu avais mentionné, tu sais, quand tu m'avais vu sur scène ou moi sur scène, qu'est-ce que j'essayais de faire, mais ultimement aussi, je pense que c'est parce que j'ai essayé de faire pour les bonnes raisons, tu sais, puis ultimement, j'ai beaucoup compris que les années aussi, il faut que tu comprennes un peu ta place dans l'écosystème, tu sais, dans ce cas-ci, de l'humour québécois. Tu sais, on n'est pas 300 millions, on n'est pas aux États-Unis. Non. Tu sais, Bo Burnham, même s'il y avait 0.04 personnes, des gens qui connaissaient aux States, c'était quand même des millions de personnes, tu sais. Mm-hmm. Fait que moi, je pense que c'est à travers les années, puis relativement récemment, que j'ai compris, OK, moi, je fais un type d'humour qui, je sais, sera pas nécessairement pour tout le monde, tu sais, ou que je serai peut-être pas à heure de grande écoute à TVA, mais tu vois beaucoup de gens qui, en cours de route, commencent avec l'humour, mais je vois des fois que ça devient difficile de je sais pas comment dire, pas tenir son bout, mais de vouloir s'accomplir artistiquement. Des fois, tu te fais offrir des gigs que t'es comme, OK, ben là, je vais-tu animer tel show, puis je vais juste arrêter de me poser des questions financières, puis je le vois ça, puis je comprends, mais ultimement, je pense que j'ai compris dans les dernières années, OK, moi, je fais un style d'humour qui est pas fucked up tant que ça. C'est relativement super accessible ce que je fais, mais je pense que c'est comme... Oui, c'est un peu grunge, mais ça reste que c'est pop, tu sais. Je pense que j'ai comme un peu compris que c'est ça que je faisais. Fait que j'essaie pas de... OK, il faut vraiment que je sois à l'heure de grande écoute, il faut que je sois plus pop, mais en même temps, je veux pas non plus... j'essaie pas d'être plus trash que je suis ou rien. C'est juste d'essayer de comprendre qu'est-ce que t'es réellement, puis de pas abandonner ça, tu sais, je pense. Non. Parce que, non, c'est ça pourrait pas être en gala. Ouais, non, ben, OK, mais c'est pas grave, je vais juste essayer de faire cette affaire-là. Puis, j'ai l'impression que plus ça va avec les technologies, avec les trucs, on peut, tu vois, les Denis qui, après 20 ans,
ont jamais aussi bien réussi qu'avec leur Patreon. Tu fais comme, OK, mais il y a cette affaire-là maintenant où on peut couper le middleman puis rejoindre les gens qui s'intéressent. Puis, mais les humoristes à grand succès, mettons, là, qui vont justement obtenir toute la province dans leur poche, peu importe où est-ce qu'ils se pointent, ça va être sold out. Il y en avait beaucoup là, pendant une certaine période, c'était pas mal tous les humoristes, mais de plus en plus, je pense que ça va devenir, tout le monde va avoir son public à lui. Puis c'est peut-être une bonne chose de séparer mieux la part de la tarte, puis que tout le monde se développe son truc. Tu sais, moi, tu sais, puis c'est, tu sais, en y repensant, des gens, puis c'est rien contre lui, là, mais tu sais, comme quelqu'un comme Mario Jean qui peu importe où est-ce qu'il va aller, ça va être plein, mais des Mario Jean, il va en avoir moins, c'est rien que ça. Ouais. Des 300 000 billets, ça va arriver moins souvent. Ça va arriver moins souvent, c'est tout, tu sais. C'est pas... Tu sais, honnêtement aussi, est-ce que les gens qui vont voir Mario Jean allaient venir me voir? Pas nécessairement non plus, tu sais. Fait c'est drôle parce que j'ai fait un corpo cet automne, puis le pacing, c'était moi, Mario Jean et Quartz. Le groupe qui chante. A cappella. OK. Ouais. Je me souviens que ça m'avait vraiment marqué de comme, OK, Bocage, Mario Jean, Quartz. J'étais comme le trio le plus improbable. On dirait, ça m'a beaucoup fait rire. C'était pour un corpo, ça? Ouais, c'était pas pour une soirée à Trois-Rivières? Non, je pense que c'était à Chambly ou Saint-Jean, je me souviens plus. Puis c'était ça Rive-Sud, puis c'était comme, OK, puis j'étais comme, c'est impossible que quelqu'un dit, là, on veut ces trois. Tu sais, tu sens qu'il y a comme du genre. Non. Il y a eu un travail de boucage étrange en arrière de tout ça. Mais c'était parfait. Tu sais, c'était pour des bénévoles, ça, c'était super finalement. Mais ça me fait juste rire, là, comme on est dans 3 zones là en ce moment. Puis bref, ça me faisait beaucoup. Ouais, le public devait être très réceptif à tout ça. Voilà. Mais écoute, tu parlais tantôt d'authenticité. Moi, je trouve que t'en es un exemple, surtout avec le podcast. Que tu as développé. Là, ça fait maintenant quoi, 3 ans que tu l'as, le podcast? 6e saison. Ouais. 6e? Ouais, 6 ans. Ouais. Ça fait 6 ans. 2016. Drette sur le tape. Exactement. Donc, drette sur le tape. Puis là, déjà, pour moi, la rencontre qu'on a en ce moment, c'est... Mon premier conflit, c'est un peu ça. Pas le podcast. Moi, mon conflit, c'est le hockey, parce que j'aime vraiment pas ça. Puis c'est pas que... En fait, c'est les sports d'équipe en général. Tu sais, le sport, pour moi, le sport, c'est... déjà que dans la vie, je travaille seulement en équipe, être dans des orchestres plein de monde, quatuor à cordes, mes étudiants, tout ça, toujours... Pour moi, la beauté du sport, c'est quand je suis tout seul, en train de courir, que personne me dérange, que je vois... Tu sais, c'est vraiment être paisible. Et donc... Là, quand vient le temps des sports d'équipe, je me dissocie complètement de ce truc-là. Cependant, là, j'ai vu que tu aimais beaucoup ça. Et là, tu venais voir aujourd'hui, alors je me suis dit, bon, je vais me lancer un peu, je vais aller écouter quelques épisodes. J'en ai écouté 3-4. Tu sais, je suis pas capable vraiment de nommer des noms de joueurs de hockey, là. Donc, tu sais, j'ai pris ça. Il y avait Manon Réaume, que je suis allé écouter l'épisode de Manon Réaume, qui était très cool. Tu sais, je me suis promené, puis je suis allé voir aussi des noms puis que je connaissais moins, puis c'est le fun ton show, mais c'est pas nécessairement un show d'humour, c'est vraiment un show de passion, là. C'est pas du tout un show d'humour. C'est pour ça que quand tu m'as dit j'en ai écouté, j'étais comme ouf, je me sens déjà mal. Non, mais t'en parles tellement avec cœur, cette émission-là, puis je me disais, wow, OK, puis, regarde, fais donc ça, fais-moi un pitch. Moi, j'aime pas vraiment le hockey, puis explique-moi pourquoi je devrais peut-être considérer un peu plus la chose. Ben, honnêtement, Drette sur le tape, à la base, c'est vraiment... Moi, j'aime le storytelling, j'aime les histoires, puis j'aime les gens. Puis je trouve que dans le hockey, oui, c'est très douche, souvent, le hockey, c'est très jock. Puis moi, j'étais comme... Je relatais pas à cette partie-là, mais j'étais comme, il y a des bonnes histoires, il y a des bons... Tu sais, Chantal Maccabé était venue sur le podcast. Tu sais, Chantal étudie ça, c'était bien avant qu'elle soit au Canadien de Montréal, mais elle étudie en sciences politiques avec Denis Coderre. Conte-moi tout, dis-moi tout, tu sais, je veux dire, raconte-moi ça. Manon Réaume, tu sais, qui était la face, tu sais, qui a inspiré une génération de filles à jouer au hockey. C'est comme, oui, il y avait un côté marketing, mais plus encore, tu sais, parle-moi de comment tu as vécu ça de l'intérieur, parler à une Olympienne, parler au premier gars qui a été ouvertement gay dans le hockey pro, qui est un gars de Saint-Léonard, qui est arbitre, tu sais. OK, mais le hockey, là, c'est le seul sport nord-américain majeur qu'il n'y a pas encore eu de coming out. Non, vraiment. C'est dérangeant, là. C'est très dérangeant, là, tu sais. Fait que, tu sais, c'est plus... Pour moi, le hockey, c'est une porte d'entrée pour parler de ces affaires-là, puis de parler de thèmes, puis de rencontrer des personnes avec des parcours que je trouve intéressants. Fait que c'est vraiment juste ça à la base. Après ça, on a des épisodes des fois plus nichés, tu sais, quand on a des épisodes de repêchage ou des épisodes... Ouais, j'ai vu ça, d'ailleurs. Je pense que je commence en disant, là, on va tomber dans le fond du baril, là. Si c'est pas... si vous n'êtes pas ce genre d'auditeur, arrêtez tout de suite. C'est la portion Asperger du hockey, là. On tombe dans des affaires très nichées, puis ça. Donc oui, il y a ce côté-là, mais moi, à la base, c'était vraiment pour
sais, moi, tu sais, les lignes ouvertes, tout ça de hockey, pour vrai, j'aime vraiment pas ça. Tu sais, j'haïs ça, les gens qui appellent, les opinions, ça me... Fait que moi, c'était vraiment... C'est quoi l'inverse de parler de la game de la veille du Canadien? C'était de faire de la longue entrevue avec des gens qui ont des... Tu sais, Jean Perron, j'ai débarqué chez eux en Gaspésie, tu sais, Jean Perron, c'est un moyen moineau, là, Jean, là, on va t'en compter, là, de la fois qu'il coachait avec Gretzky en 87, fait que c'est plus ça, c'est plus aller chercher ces personnalités-là que moi je trouve intéressant. C'est à quel âge que le hockey est arrivé dans ta vie et est-ce que tes parents jouaient? Ouais, en fait, c'était à 6 ans. OK. C'était à 6 ans que j'ai commencé à jouer. Moi, j'étais le troisième de 4, puis je dois vraiment ça au père d'un de mes amis parce qu'il avait dit les gars veulent jouer, tout ça. Ma mère avait dit, tu sais, Richard, je pourrais pas là, courir les arénas. J'en ai 2 autres, j'en ai 3 autres en fait. J'ai le bébé plus l'autre qui ça. Fait que lui, il avait dit, c'est bon, je vais faire les lifts. Puis il m'avait trouvé mon premier stock de hockey dans des ventes de garage. Il m'avait monté ça, tout ça, le père de mon ami Julien. Puis j'avais commencé comme ça. Puis oui, mon père, il jouait, mais mon père m'a jamais poussé là-dedans, ever. Okay. Mon père, en fait, il travaillait très fort pour faire vivre sa famille, puis il travaillait beaucoup à l'étranger, mon père, puis beaucoup d'aller-retour. Fait que c'est pas mon père qui m'a dit mais c'est plus en vieillissant que j'ai appris que mon père, il était capitaine. T'sais, mon père, son doctorat, il l'a fait à Cambridge, en Angleterre. Okay. Puis il était capitaine de l'équipe de hockey, tu sais, de Cambridge. Puis comme, OK. Fait que là, à un moment donné, j'ai appris ça plus tard, mais c'était vraiment pas... mon père n'a jamais mis aucune pression. Mon père, c'était le monsieur assis dans le dernier rang des estrades avec la pile, sa grosse pile du Globe and Mail qui rattrapait de la semaine qui était pas là. Okay. C'était très relax. Fait que il ne levait pas le ton ou rien. Fait que c'était zéro une pression. Mais oui, c'est ça c'est à peu près à cet âge-là que c'est arrivé. Puis c'était comme ma première... Tu sais, toi, t'as des enfants, je pense. Ouais, ça prend des passions quand t'es jeune, des affaires qui te drivent, qui te font apprendre, qui te font vouloir. Puis moi, ma première passion avant l'humour, ça a été le hockey. Ouais. Puis c'est resté, puis je veux dire, aujourd'hui, tu dois jouer amateur pour le fun des fois. Ouais, exact. Puis est-ce que t'es du genre, c'est un show un soir, il y a une game, tu vas enregistrer la game, tu vas inviter tout le monde, tu vas rentrer chez vous, puis tu vas refaire la game du début? Non, je suis plus, j'aime plus jouer que le regarder. Honnêtement, tu sais, comme là, oui, je regarde, tu sais, j'ai un ami là, qui vient au podcast, Charles Pellerin, qui est humoriste. Ouais. Lui, c'est un vrai féru. Déviant, tu sais, lui, il fait du scouting pour Dressé, puis il fait sa liste à chaque année, puis lui, c'est ça exactement ce que tu dis, il revient d'un show, il a enregistré sa game, il n'a pas checké le score. Oh oui. Il lui check même pas en fait pour le score, il check pour le développement, l'analyse des joueurs. Okay. Il recheck ça, Puis il vit le moment présent de la game, il la regarde, puis il vit avec eux. Là. Oui, mais je pense que plus que l'émotion, c'est vraiment, il veut voir le développement des joueurs. T'sais, lui, il est vraiment dans le... Fait que, tu sais, mais moi, je fais pas ça, j'en check pas autant que ça. Mais oui, il y a cette affaire-là, parce que je regarde beaucoup de films aussi. On n'a pas assez d'heures dans une journée, hein, c'est ça l'affaire. Non, je sais. Fait que, bref, donc... mais ça prend cette passion-là quand t'es jeune, puis tout ce que j'ai appris dans le hockey. Puis tu sais, genre, je croise des gars comme, mettons, Sam Breton, comme Charles Pellerin, comme Pierre-Yves, comme Jay Dutemps. On a tous les mêmes référents, tu sais, puis on dirait qu'on est tous devenus humoristes parce qu'on n'était pas assez bons au hockey, puis on applique, il y a quelque chose de très, tu sais, c'est les deux passions des Québécois, on travaille de soir, il y a comme un show, c'est une game, il y a une préparation, il y a une, tu sais, il y a quelque chose de très, très, puis c'est drôle parce que tantôt tu parlais, moi, le hockey, c'est truc d'équipe. C'est drôle parce que moi, c'est ça, mais l'inverse, c'est très solo, l'humour. Non, mais t'es un soliste. C'est ça, c'est comme tu rentres solo, mais ultimement, je suis bien plus un gars de gang, tu sais. Oui. Fait que c'est pour ça que le hockey, je pense que c'est cette portion-là. Puis je suis toujours comme, ça serait plus le fun si on était. Alors que c'est très solo, là, l'humour, tu sais, ultimement. Fait que, bref. Fait que c'est beaucoup de solitude, puis c'est prendre beaucoup de temps, justement, à avoir ses idées, puis c'est. Non, c'est ça. On va toujours combler quelque chose qu'on n'a pas nécessairement, là, tu sais. Exact. Donc, c'est assez amusant. Comment tu réagis quand quelqu'un t'a dit je t'aime pour la première fois? Quand quelqu'un me dit ça? Ouais. C'est une bonne question. C'est quand la fois que quelqu'un m'a dit je t'aime pour la première fois? Oh, jamais. Non, mais dans le sens que toi, tu veux dire comme... Ça peut arriver encore. Ouais, c'est ça. Bientôt, je regarde dans le mot. Non, dans le sens que toi, tu veux dire comme ami ou tu veux dire... Non, regarde, OK, je t'aime. Fred. Merci, je t'aime aussi. Oh mon Dieu, OK, tu fais ça comme ça, c'est ta technique? Non, mais en fait, j'étais pas prêt mentalement. Ah, mais tu vois, OK, mais ça montre quand même. Les gens savent pas, mais on a des masques en ce moment, fait qu'on décoder nos émotions est très difficile. Non, mais on y va avec les yeux, c'est correct. Les yeux du cœur. Les yeux du cœur, OK, donc t'es de ce genre-là, parfait, je prends une note. Mais c'est quel genre je suis? On s'en reparlera tantôt.
Froid, mais affectueux. Tu comprends? Un peu, faudrait demander à mes amis, honnêtement. Parce que c'est quand la dernière fois... Tu sais, moi, j'ai pas de blonde en ce moment. OK. Fait que, tu sais, j'ai pas été en couple depuis, une couple d'années. Puis mes amis, c'est les mêmes. Fait que des nouvelles personnes qui me disent « je t'aime ». Ça arrive pas souvent, ça en ce moment. Souvent, parce que j'ai vraiment un groupe de proches très, très sérieux que... C'est vrai qu'en ce moment, les gens doivent... c'est vrai qu'en général, les gens, en ce moment, doivent se... Moi, tu sais, je t'aime, justement, avec la pandémie, la distance et tout ça. Exact. C'est sûr qu'avec la guerre, les gens se le disent plus, j'imagine aussi. Peut-être que ça. Peut-être. Mais oui, ça, tu me demandes ça après 2 ans de pandémie, alors que peut-être que je t'aurais dit, j'aurais eu une réponse tout de go. Mais il faut que tu te prépares parce que bientôt, ça va peut-être revenir. Il faut que tu t'entraînes à ça. Mais t'es ma relation la plus... t'es ma plus grande relation de dating app depuis 2 ans. Écoute, ça fait plaisir d'entendre ça. Quand tu regardes le film Les Boys, est-ce que tu trouves que la relation des joueurs est réaliste? Ça fait longtemps que j'ai vu Les Boys. Je pense que je l'ai revu il y a 1 an ou 2 parce que je recevais le producteur et l'idéateur à Dread sur le tape. Ah oui, tu l'as reçu, OK. Ouais, le gars qui a eu l'idée de la patente, là, Richard Goudreau, je pense qu'il s'appelle. OK. Puis, dans le fond, c'est ça, savoir si la relation des joueurs. Parce que toi, tu as joué au hockey, mettons, nous, les Québécois, on va voir ça. Je sais que c'est un succès, ce film-là, gigantesque. Je crois qu'ils sont rendus à 7-8, je sais même plus combien. Là. Puis, je sais pas, les gens avaient l'air de comprendre tout ça, la blaguerie de... Mais moi, tu sais, je le sais pas. Toi, tu trouves-tu que c'est réaliste ou c'est pas réaliste? Oui, c'était complètement réaliste. Le monsieur en question, Richard, c'était carrément les archétypes de sa ligue de garage et celle de toutes les ligues de garage au Québec. Là. C'était c'était vraiment ça. C'est sûr que c'est aussi... Ça appartient à une époque, là, dans le sens que quand je l'ai revu il y a 2 ans, tu sais, comment dire, le gars qui slappe le cul à France d'amour qui est waitress, c'était comme wow! Ouais, on va pas là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, les boys? Je sais que vous prenez une bière chez Stan, mais là, peut-être juste se calmer, là, les boys. Fait qu'il y a ça, mais tu sais, oui, la portion, il y a comme un écosystème dans une équipe de hockey, c'est une micro-société. Puis il y a cette patente-là, puis je pense que le hockey aussi dans le cinéma québécois, ça a toujours la fonction de... C'est comme si le Québec, il a comme son complexe d'infériorité, mais on gagne par le hockey. T'sais. Fait que ce soit Maurice Richard, que ce soit les Boys, c'est comme le vecteur pour les Québécois pour gagner. Il y a comme cette affaire-là. T'sais. Puis, tantôt, tu parlais de ton père, Cambridge. T'as-tu des origines autres que le Québec? Ou, Non, mon père est gaspésien, en fait, mais sa mère est, comme beaucoup de Québécois, était comme Irish / écossaise. Fait qu'il y avait comme ce petit côté-là aussi anglo. Là. En Gaspésie, il y a beaucoup d'anglophones. Contrairement à des fois, on pense région, on pense tout de suite très francophone, mais en Gaspésie, il y a beaucoup, beaucoup d'anglophones. Fait que, mais puis ma mère vient de Montréal, de Saint-Michel. Fait que... T'as-tu déjà fait le petit test qu'on crache dans une petite fiole pour savoir son ADN? Pour Ancestry, là, tout ça? Non, mais apparemment que c'est un gros scam, cette affaire-là. Fait que, c'est-tu un gros scam? T'es sérieux? Il y a des gens qui l'avaient fait plusieurs fois, puis c'était des réponses différentes. Oui, il y avait eu un reportage. Moi, je l'avais fait. Puis? 97% français, apparemment. Mais après, j'ai fait des recherches dernièrement. Pendant la pandémie, j'ai rencontré par hasard dans une fête d'enfants le grand-père d'une petite fille qui était l'amie à ma fille. En tout cas, longue histoire, qui était un ancien détective privé qui faisait justement les arbres archéologiques de toutes les familles. Et puis là, je parle avec lui, puis il me dit écoute, il dit donne-moi un peu quelques noms de ta famille, puis je te reviens dans 1 semaine. Puis il a tout construit ma descendance. C'est hallucinant. Là. Et finalement, dans mon cas, peut-être Ancestry, c'est peut-être vrai parce que c'est très français. Puis il est allé loin. Là. On était rendu en 1600 là, en France avec des documents et tout. Là. Il y avait... Non, ça, c'est quand même cool. Puis en plus, j'ai appris que mon nom, il a changé quelques fois. Puis du côté de mon père puis de ma mère, puis ça changeait. Puis il y avait des écoute, en tout cas, il y a une grosse ligne de filles du roi dans ma famille. Ah non, c'est complètement passionnant. Là, c'était Lambertine, puis là, ça a changé. Voilà, mais c'était des noms de guerre. C'est qu'ils venaient, puis il y avait 4-5 noms à la fin, puis à un moment donné, il y en a qui ont droppé une partie du nom pour garder un autre nom, puis finalement, c'est devenu Lambert. Mais écoute, mais en gros, en général, c'est qu'on venait tous justement de la Normandie environ, dans ces coins-là. Puis ils se sont logés dans la Nodière, puis c'est pas mal resté là. Ça n'a pas bougé pendant toutes ces générations-là. De la Normandie à la Nodière. Ouais. Moi, mon père, ça vient de La Roche-sur-Yon, en France. OK. Puis mon père était retourné avec son père. Ça m'avait toujours fait rire parce qu'il disait que mon grand-père était comme... Tu sais, mon grand-père, c'était un médecin dans son village en Gaspésie. Fait que tout le monde dit, le médecin, il avait comme
C'est tout le temps, il y a quelque chose de très glorifié. Puis il était revenu à La Roche-sur-Yon, genre, eh oui, le retour du pro. Puis le monde était comme, on peut vous aider? Il y avait comme zéro, puis personne, puis il était comme, voyons, ils nous reçoivent pas comme, comme... Ils savent pas on est qui, genre, de quoi J'adore. À quoi tu t'attendais? Mais toi, tu viens de Montréal? Ouais. T'es né à Montréal? Ouais, moi, je suis né à Montréal, Rosemont, petite patrie. Wow. Ouais. Puis ma grand-mère est encore à la même place, elle, sur la 6e avenue Saint-Michel. Fait que ça, c'est là où ma mère a grandi. OK. Donc, mon père vient de New Richmond, en Gaspésie. OK. Dans la baie des Chaleurs. Et puis, dans le fond, c'est ça. Mais on a toujours eu une maison en Gaspésie depuis que je suis né. J'ai toujours... fait que j'ai comme... Je peux pas te dire que je suis gaspésien parce que je sentirais que je serais... trahirais un peu, ouais. Ben, pas trahirais, que je m'approprierais la patente, alors que j'ai pas été, mettons, à l'école là-bas. Ouais. Ou rien d'ailleurs. On n'est pas encore dans les prescriptions, mais je sais pas si tu connais le documentariste Jean-François Cassy. Non. Qui a fait La Marche à suivre, qui a fait beaucoup de super films pour l'ONF. Puis il y en a un qui c'est un documentaire sur l'adolescence qui a tapé à son école secondaire à Carleton, qui est 2 villages à côté. Et puis, c'est un de mes documentaires préférés à vie. OK. Qui s'appelle La Marche à suivre. Qui est sur l'ONF, qui est gratis, si vous écoutez ça. OK. C'est malade. Fait que, tu sais, pour dire que j'ai toujours eu un petit lien avec la Gaspésie. Tu sais, j'ai travaillé là. Moi et mon frère, on travaillait là souvent. On passait des étés complets là-bas. Puis, fait que, bref, ça pour dire, Tu t'es attaché quand même à ce coin-là. Ouais, c'est ça. Fait que j'ai comme... j'aime croire que je suis pas juste un petit gars de la ville, que j'ai... Mais t'es quand même un petit gars de la ville qui vient quand même de Montréal, qui a été élevé ici. Puis là, en étant justement à 31, non, t'as dit? 32, pardon. À 32 ans, t'as déjà 2 heures de matériel d'humour. Est-ce que tu flirtes, comme certains font, d'aller traduire tout ça en anglais et de tester la chose? C'est drôle que tu dis ça parce que j'étais à Vancouver cet automne. Okay. Parce que mon ami Jay, ça donnait à animer un show dans l'Ouest canadien. Puis je me suis booké un show dans un bar de stand-up, que j'avais jamais fait, en fait. J'avais déjà fait un show en anglais au Frank Lowe's à Montréal. Ouais. Mais je trouvais que c'était un peu pas la vraie affaire parce que c'est beaucoup des Franco qui viennent voir, puis c'était un peu comme des jokes de haha, mais vous comprenez le français, tu sais. Ouais. Puis je m'étais dit, un jour, il faudrait que je le fasse. Puis là, j'étais comme, OK, je m'en vais à Vancouver, ben, personne. Pourquoi pas l'essayer? J'ai exact, rien à perdre. Personne sait qui. Au pire, je me plante. Exact. Puis j'avais comme tout fait des recherches, les soirées d'humour là-bas, voir un petit peu comment ça se fonctionne là-bas, tu sais, par rapport au Québec. On a vraiment, tu sais, au Québec, on a vraiment un système très différent de tout le monde parce qu'on a notre espèce de, on est comme notre propre petit pays scandinave, là, dans l'Amérique du Nord. Puis, fait que j'avais écrit à une fille, puis elle, je pense que juste à cause, mettons, de mes followers Instagram, ou je sais pas qu'est-ce qu'elle avait regardé, elle s'est dit comme, OK, mais lui, good. On le prend. Ouais, mais j'avais dit, mettons, moi, genre, de moi, un open mic, tu sais, je veux juste venir faire un 5, tu sais, elle sait pas, là, puis moi, je me mets à sa place, puis je fais, ben, on l'essaye dans un open mic, puis that's it, mais elle m'a vu, je sais pas si elle m'a googlé ou quoi, puis elle a fait, OK, ben, non, je vais donner un vrai spot sur un vrai show, puis là, j'étais comme, wow! Comme, à la fois, j'étais comme, je trouvais qu'elle était, ben, j'allais dire, soit très courageuse ou très, non, mais des fois, on prend des chances. Oui, aussi, exact. J'étais comme, hey, tu sais quoi, oui, man, let's go, allons-y, je vais le faire pour vrai sur un vrai show. Puis je me suis pointé, puis j'avais traduit mes trucs, j'avais traduit c'est quoi, c'était un 10 minutes, un 8 minutes, 10 minutes, quelque chose comme ça. Oh, quand même. 12, peut-être 12. Bref. Et puis. C'est un bon segment, là. Ouais, c'est ça. Puis là, j'étais comme, OK, allons le faire. Puis ça avait été super cool, honnêtement. J'avais eu du fun. La réponse était correcte. Ouais, pour vrai, ça avait été cool. Je l'ai enregistré audio. Je ne l'ai pas réécouté depuis encore. Je vais le faire un moment donné, mais je ne l'ai pas encore réécouté. Mais j'ai aussi eu la chance d'aller voir des shows un petit peu d'humour là-bas. Puis c'est là que tu réalises aussi qu'on est vraiment gros dur quand même au Québec. On a des infrastructures, tu sais, comme que t'es comme, OK, ouais. Comme, moi, le show que j'ai fait, là, comme. C'est dans un endroit que les speakers ne pouvaient pas, que la lumière était bleue, un peu décentrée. Ouais. Le monde, je sais pas s'ils savaient, ils étaient venus voir quoi, tu sais. La structure de la salle n'était pas possible, tu sais, du monde en haut, sur le long. Bref, mais moi, j'étais tellement juste dans le plaisir d'être là. Puis, tu sais, moi, j'avais hâte de rencontrer les humoristes, tu sais, comment ça se passe. L'animateur est arrivé, il était brûlé. J'ai dit, qu'est-ce que tu fais? T'es-tu correct? Ben oui, mais j'arrive de la banque, c'est ma job de jour. Puis je fais comme, ah oui, c'est ça, parce que le marché est gros, mais c'est comme un peu la jungle. Puis sur ce show-là, il y avait une fille qui s'appelle Sophie Buttle. Puis elle était sur le show. Puis j'étais comme, ah, salut. Puis elle était comme, ouais, je viens faire mon set. Puis elle a fait son set. Puis j'étais comme, ah, cool. Tu sais, je voyais qu'elle avait une saveur très forte. Tu sais, je voyais qu'elle avait vraiment quelque chose. Puis genre, 2 mois après, elle était sur le Late Show State, tu sais. OK. Fait que tu sais, c'est comme un peu ça, là, tous les extrêmes du monde anglo de comme, regarde, c'est une jungle, il y en a tellement des bons. Les comedy clubs, c'est comme,
Puis il y en a dans toutes les villes. Ouais, il y en a dans toutes les villes. Mais t'as le potentiel d'être... Fait qu'elle était sur ce show-là random avec moi, qui se pouvait comme pas, puis 2 semaines après, non, en tout cas, dans les mois après, elle était au Late Show avec James Corden, dans une loge avec... Gold, comment il s'appelle le gars de Jurassic Park? Sam Neill? Non, Gold, Jeff Gold. Jeff Goldblum. Exact, tu sais, puis j'étais comme... Mais voyons donc, mais c'est ça le monde anglo, c'est comme les extrêmes de rien. Quand les anglos, quand ils ont fait des soirées anglo bordel, les anglos étaient dans la loge, puis il y a un petit frigidaire avec de l'eau puis de la bière, puis sont comme puis les organisateurs disaient, c'est pour les artistes là, vous pouvez en prendre si vous en voulez, puis les anglos étaient comme ouais non mais vous allez, tu sais, j'imagine c'est comme vous nous le chargez comme non c'est pour les humoristes comme vous pouvez en prendre. Puis eux ils étaient comme c'est quoi ça genre, on a une loge comme étanche de son avec une télé qui me donne le show, puis on a des trucs à boire gratis. Non, genre, est où la trappe, là, tu sais. Fait que, tu sais, c'est tellement des conditions. Hey, moi, quand j'étais à Vancouver, j'étais voir un show. J'étais OK, c'est quoi le soirée du mot qu'il y a à soir? OK, je vais aller voir celle-là. Je me pointe, c'est un resto. Je suis comme, excusez, c'est ici le show? Ouais. J'ai dit, OK, mais c'est où? Puis il me dit, ben là. Puis c'est juste un tabouret par terre sur le plancher. Puis moi, comme en tant qu'humoriste, je suis mal, là. Je suis comme, non, c'est pas vrai, il va voir un show là. Tu sais, comme je suis spectateur cette soirée-là, mais je suis mal d'être là. On était 7 dans la salle, le spotlight lâchait, le micro lâchait. À Toronto, même chose. Hein. À Toronto, il y a quelques salles semi-officielles, mais il y a beaucoup, tu sais, ça m'est arrivé justement d'être dans un restaurant, puis tout d'un coup, on me dit, OK, c'est l'heure du spectacle. Et puis là, la personne qui est au même niveau que moi au plancher là, est debout en train de faire son truc. Puis c'est dur, les gens, la bouche pleine de nourriture, ça rit pas vraiment. C'est terrible. Un show imposé, tu sais, t'es comme, mais voyons, on venait manger, on savait même pas qu'il y avait Non, ça se peut pas. Mais c'est cool que tu aies fait ça en anglais, puis ça serait cool peut-être cet été. Je sais pas encore qu'est-ce qui va se passer avec Just for Laugh à Montréal, mais tu devrais peut-être essayer de venir casser ça. François Bellefeuille, il l'avait fait à New York, mais à Montréal. Il l'a fait à Montréal dans les Best of the Fest. Il est venu les faire dans les petits shows. Ça, c'est mes shows préférés du. En fait, j'ai jamais adressé ça. Je devrais l'adresser maintenant. J'ai ma grande chose, c'est que je suis un grand participant du festival Just for Laugh. C'est les 3 jours de l'année que ma conjointe, on a comme un deal dans la vie. Là. Elle aime bien les voyages de canot puis tout ça, c'est cool. Elle a le droit de partir pendant un certain temps. Puis moi, pendant le Just for Laugh, j'ai le droit à 3 jours complets où je peux rentrer à l'heure que je veux. Nice. Je n'ai pas droit j'ai aucun droit. Il faut juste que le lendemain, je puisse me lever, un peu m'occuper des enfants, puis après, j'ai le droit de repartir sur ma go. Puis en 3 jours, je vois habituellement 120, 130 stand-up en 3 jours. C'est combien de shows, ça, tu penses? Je commence tôt. Parce que les gens, peut-être, réalisent pas ça. C'est que Just for Laugh fait beaucoup de petits shows qui s'appellent justement Best of the Fest. Puis ils donnent toutes sortes de noms étranges, mais qui commencent à 4 heures l'après-midi. Et ça dure 1h30. Et dans ces shows-là, qui ont la plupart, ils ont lieu à un de mes endroits préférés, le Théâtre Sainte-Catherine, sur la rue Sainte-Catherine, qui peut prendre environ 80 personnes maximum, les gens doivent venir casser leur numéro qu'ils vont présenter pour les galas. Et là, tout le monde passe par ce théâtre-là. Il y a une dame dans le fond qui travaille pour le festival qui a son chronomètre, prend des notes, me dit après, OK, c'était super, t'as dépassé 2 minutes, fais attention, travaille là-dessus. T'es sûr que tu vas aller ici, ça va peut-être moins passer cette joke-là. Puis la personne vient tester le matériel. Moi, les gars-là, ça m'intéresse pas vraiment. Moi, c'est ce moment-là qui m'intéresse. Puis c'est des petits billets qui coûtent 15-20$. Ça coûte rien. Et là, je m'installe là toute la soirée jusqu'à 2h du matin. Et j'ai mon cahier, puis je prends des notes sur tous les nouveaux humoristes que je trouve cool, même ceux que je trouve peut-être qui ont un potentiel, puis je prends des notes, puis j'essaie de suivre un peu qu'est-ce qui va se passer avec ça. T'es le Charles Pellerin de l'humour. Non, mais c'est ça, mais moi, c'est mon petit bonbon de l'année, puis j'adore. Mais c'est juste que, moi, je trouve ça, tu sais, l'humour, ça me fait rire, mais évidemment, puis j'aime ça rire, mais c'est quelque chose qui m'émeut beaucoup. Tu sais, moi, voir un être humain qui se lance, qui se dit, OK, je vais prendre 10 minutes, peu importe le temps qu'il prend, là, mais 10 minutes, puis qui va réussir avec ses mots à mener sur un autre univers, mais qui va le faire, parce qu'il y a comme une poésie aussi sur la scène, quand la personne commence à dévoiler ses idées, à dévoiler qui elle est, tout ça. Puis oui, il y a des formules, mais des fois, t'as certaines personnes qui arrivent, puis que c'était tellement beau. J'ai déjà eu des yeux pleins d'eau devant du stand-up, parce que je trouvais ça tellement magnifique, comment la personne avait réussi
à jouer avec le public. Il y en a une en particulier qui m'avait bien marqué, puis depuis ce temps-là, je la suis partout quand elle vient à Montréal, c'est Jessica Curson. Est-ce que ça dit quelque chose? Jessica Curson? Curson. Curson, non, Ouais. non, je la connais pas. C'est une habituée au Comedy Cellar à New York. Elle est tout le temps là. Elle habite à New York, mais elle se promène beaucoup. C'est pas une grande star, mais moi, quand je l'avais vue, bon, j'ai quelques amis qui travaillent au festival m'avaient dit observe bien elle, c'est quelque chose. Puis quand je suis arrivé, justement, dans les shows à 4 heures l'après-midi, la semaine, l'été, oui, c'est peut-être les vacances de la construction, mais les gens ont d'autres choses à faire comme venir voir du stand-up. Puis, on est comme 15, 20 dans la salle. C'est vraiment difficile pour l'humoriste. Puis elle est montée. Puis elle a transformé les 15 personnes en un Centre Bell. Littéralement, là. On riait tellement, là. C'était hallucinant. Puis là, ça, c'était une des fois que j'ai comme témoigné d'une virtuose. Vraiment de la virtuosité. Parce que, tu sais, si on va voir des gens comme des grands, comme, bon, peu importe, si on aime Dave Chappelle, bon, tous ces humoristes-là, rien que le fait qu'ils se présentent sur une scène, les gens sont déjà fous, tu sais. Donc, oui, ils vont faire des bonnes jokes, mais c'est difficile des fois d'évaluer un peu le contenu à cause de la frénésie de leur présence. Et là, quand t'as quelqu'un, justement, comme elle, qui apparemment était bonne et qui est super respectée dans le milieu, là, ça m'avait vraiment frappé fort cette fois-là. Puis là, après, elle a pas beaucoup de matériel. Pourtant, elle est assez âgée. Ça fait longtemps qu'elle est dans le milieu. Elle a un spécial d'une demi-heure disponible sur Spotify qui a été produit par Bill Burr, qui est son producteur. Puis, mais sinon, elle, c'est une femme de scène. Elle fait que de la scène. Elle est incroyable. Puis quelque chose de... Souvent, elle va se mettre à dos du public. Elle va penser, elle va faire presque des fois des numéros complets de dos parce qu'elle est comme elle dit qu'elle est stressée, qu'elle peut pas nous affronter. Puis là, elle a son micro, puis elle affronte toutes ses peurs. Puis quelque chose qui pourrait presque avoir l'air d'une note suicidaire sur scène devient quelque chose d'hilarant. Ah non, c'est fantastique. Wow. Elle vient à chaque année maintenant depuis un certain temps parce qu'elle a gagné en popularité. Puis Just for Laugh lui donne de la place de plus en plus, mais elle, c'est une de mes préférées. Mais bref, ça fait 2 ans que le festival ne fonctionne pas, n'a pas lieu. Puis j'avoue que j'ai terriblement hâte. Ouais, t'as pas eu ta fin de semaine de canot camping? Non, exactement. C'est ça. Mais honnêtement, je te fier parce que c'est exactement dans ces contextes-là que j'avais vu Beau en 2013, des New Faces of Comedy, des shows comme ça. Tu sais, un autre que j'aime beaucoup, je l'avais vu au Cellar à New York, puis j'étais comme, juste retrouver son nom, ça avait été super difficile. Puis finalement, il était venu l'été 2019. Puis c'est ça qui est malade de JFL, c'est que tu vas avoir des shows aussi dans des contextes incroyables. Ah oui. Comme lui, tu vois, je l'ai vu au Café Cléopâtre. Ouais. Fait que le bar de danseuse, au 2e, la scène devient un show d'humour. J'en ai vu, là, mais c'était qui? C'était Dan Soder. Dan Soder, ben oui. Fait que là, j'étais allé le voir. Puis là, pour ceux qui nous écoutent en ce moment, son show est sur Crave. Fait que si vous voulez le voir, très bon Son of a Gary, que j'aime beaucoup. Hein. Puis qui est même sur Spotify aussi, je l'ai écouté en char des fois. Fait que j'étais allé le voir là, tu sais, puis c'était malade, là, tu sais, c'est pas les gros billets à sa place des arts nécessairement. Non, mais les gens comprennent pas encore nécessairement à quel point, à l'international, oui, on sait que Montréal est une plateforme importante, mais les gens de Montréal ne le savent pas tant que ça, à quel point ça l'est. Puis moi, c'est un incontournable. C'est aussi un truc que j'amène des amis toujours avec moi, j'amène ma sœur, on se paye un bon temps dans tout ça. Bref, on se croise les doigts, mais cet été, tu devrais essayer d'aller casser ton 10 minutes. Je suis sûr qu'il serait enchanté. Ouais, j'aimerais ça vraiment faire l'exercice. Puis avant que j'oublie, tu parlais du Théâtre Sainte-Catherine, puis aussi souvent le fameux Midnight Surprise. Oui, qui est fantastique. Où tu sais jamais quel superstar. Moi, j'ai vu Dave Chappelle au Midnight Surprise. Ça n'avait aucun sens. Aucun sens. Puis il y a une bonne anecdote là, que je pense que Simon Leblanc jouait au Théâtre Sainte-Catherine. OK. Puis je pense qu'après lui, c'était le Midnight Surprise. Puis lui, il finit son show, tu sais, puis il rode ses shows. Puis ils sont comme... là, il revient. C'était compliqué. C'est comme, non, tu peux plus retourner dans ta loge. Puis voyons, tu sais, qu'est-ce qui se passe? Il y avait comme la sécurité. Puis c'est parce qu'après lui, il y avait Kevin Hart. Ouais. Oui, mais Kevin Hart qui revient d'ailleurs cet été. Moi, je suis pas un fan de Kevin Hart, mais Kevin Hart, la dernière année de Just for Laugh, il a fait 9 soirs en ligne au Théâtre Sainte-Catherine à minuit. Les billets sortaient le matin, puis littéralement, en 30 secondes, il n'y avait plus. Là, tout le monde se spitchait. C'était très intime, puis il cassait son show parce qu'il filmait à Montréal par après. Puis il est super proche de Montréal. C'est drôle. Parce que moi non plus, je suis pas un fan de ce qu'il fait, mais ce qui m'avait vraiment fait rire, c'est que Simon était comme, OK, ben, tu sais, je voulais juste retrouver ses affaires dans la loge, c'était compliqué, puis je voulais, tu sais, OK, ben, je vais juste m'en aller. Puis il a réalisé, je ne sais plus comment, mais il a réalisé qu'il n'y avait pas de gars de son.
Puis là, il avait dit à son gars de son, à Simon, il avait dit à son gars de son, toi, parce que c'est un peu chiant pour Kevin Hart, là, ça va comme sonner comme de la boîte. Puis son gars de son, il est comme, est-ce que j'ai une famille, il faut vraiment que je quitte, tu sais, genre ma blonde m'appelle ça. Fait que Simon est comme, OK. Fait que Simon Leblanc a comme un peu fait le son pour Kevin Hart. Puis j'étais comme, puis comment c'était? Puis c'était de la merde, ça sonnait mal, je suis pas un gars de son, tu sais. Mais il avait comme fait ce qu'il pouvait. Okay. Pour pas comme laisser Kevin Hart comme feeder puis comme tu sais terrible. Mais c'était en gros comme tu finis ton show puis tu te ramasses à être gars de son de Kevin Hart comme 10 minutes après. En tout cas bref, c'est une bonne histoire. Ouais, vraiment il fait pas vraiment de podcast sinon, mais je suis toujours comme hey man, cette histoire là est malade là, en détail. En tout cas bref. Ouais. Oh là là. OK. Mais bref, si vous écoutez ceci, puis justement comme tu dis, les gens sont pas très conscients de l'ampleur de Juste pour rire ou Just for Laughs. Ils se disent oui, les galas en salle, ils pensent à gala Wilfrid, mais cher, ils sont très chers. Ils sont très chers. On va se le dire. Puis c'est pas les meilleurs shows. Honnêtement, j'en ai vu, c'est des gens qui se font payer, qui débarquent de l'avion, ils viennent lire le prompter, puis ils s'en vont. C'est pas super intéressant. Non. Le vrai gravy, c'est comme manger du crabe. Faut que tu travailles pour aller chercher les bonnes affaires. Puis ça, c'est les shows que tu parles. Ouais. C'est là que ça se passe. Fait que... mais toi, t'es un initié, fait que t'es la bonne personne, je pense. Ouais. Puis je suis impatient que ça recommence. Puis j'ai des moments qui ont, en tout cas, des méchants bons souvenirs. Qu'est-ce qui se passe là avec toi, avec tes projets? Parce que là, bientôt, tu vas refaire une heure de rodage, on peut dire? Ouais, dans le fond, une nouvelle heure de nouveau matériel. À quel endroit? À la salle Fanplast à Longueuil, qui est un des vrais petits bijoux, un des secrets les mieux gardés. Cette salle-là est vraiment cool. Elle est comme le parfait mélange entre une capacité... c'est autour de 100, mais intime, mais avec des vrais setups de scène. Donc, du bon son, du bon éclairage. C'est vraiment cool. Je l'ai fait en novembre et en décembre 2021. Puis à chaque fois, c'était super cool. Puis dans le fond, ça me permet de roder. Parce que moi, justement, j'ai vu que j'ai des tunes, tout ça. Les comedy clubs, des fois, il y a pas le son n'est pas assez adéquat pour ces affaires-là. Fait que je le refais le 1er avril 2022. Donc, évidemment, davidbocage.com. Mais là, en ce moment, au moment où on se parle, c'est encore à confirmer, mais il y a quelques dates qui s'en viennent aussi, d'autres à Montréal, sur l'île, à Québec, éventuellement à Sherbrooke. Puis évidemment, pendant Juste pour rire, /ZooFest, vous pourrez suivre, mais ça va être à Montréal aussi cet été, il va y en avoir plusieurs. Donc, qui sera plus nécessairement un rodage rendu là, qui risque d'être le choix officiel? Tranquillement, honnêtement, il y a encore beaucoup d'affaires que je veux changer. C'est encore très, très green parce que je commence à le faire, je commence à le jouer, mais ultimement, c'est le fœtus qui va devenir le bébé qui va être le show. Donc, il y a encore vraiment beaucoup d'affaires qui vont rentrer puis sortir, mais il y a un core là-dedans qui va demeurer, évidemment. En tout cas, j'ose espérer. Puis, as-tu d'autres projets d'écriture? Parce que je sais que, bon, tu fais du stand-up, mais tu fais aussi d'autres projets d'écriture. Peut-être, est-ce que tu essaies de faire un film, par exemple? Ouais, ça, c'est un truc sur lequel aussi je travaille en parallèle. Moi, je suis un gros cinéphile, puis un gros fan de cinéma, puis on a un ami commun qui s'appelle Guillaume Girard, qui est scénariste. Fait quoi, il y a plusieurs projets, mais un sur lequel je planche aussi présentement qui... je sais pas combien de temps va prendre, mais sur lequel que je me penche régulièrement. Projet télé ou projet cinéma? Ça? Cinéma, ouais. Cinéma, ouais, exact. Fait que à suivre aussi, mais c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, la scénarisation, puis ultimement la réalisation plus tard. Ah ouais, la réalisation aussi. Je pense que ouais. Puis, mais là, je commence par le nerf de la guerre, c'est-à-dire le scénario. Donc, c'est une autre affaire aussi qui m'intéresse vraiment beaucoup. Ouais. Cool. Ouais. Puis, parfait. Mais est-ce que tu écris pour d'autres gens en ce moment, sinon? Est-ce qu'il y a des jokes qu'on peut entendre dans la bouche de d'autres personnes? Ouais, en fait, pas tant. Moi, c'est ça, j'ai réalisé ça avec le temps, mais les gens, parce que quand je suis sorti de l'école de l'humour, j'ai écrit avec Catherine, ça, fait que très vite, les gens étaient comme, ah oui, toi, t'es l'auteur de. Mais moi, j'étais vraiment comme juste un humoriste, c'est juste ça a donné que j'ai des amis qui, des fois, m'ont dit, hey, peux-tu m'aider pour telle affaire, fait que je l'ai faite parce que c'était mes amis. Fait que, l'exemple le plus récent de ça, parce que, ultimement, j'offre pas mes services d'auteur vraiment, je me concentre sur mes trucs, mais c'est Pierre-Yves Roy des Marais. Ouais. Donc, Pierre-Yves, je l'ai vraiment encore une fois, très modestement aidé dans son nouveau spectacle qui s'intitule Joke Chapeau Maman Magie Piano. Et je l'ai ça c'est son spectacle qui roule que sérieusement, on parlait de Bo Burnham tantôt puis on parlait de choses qui se font pas au Québec là, si vous avez la chance d'aller voir le show à Pierre-Yves, je sais que je suis complètement biaisé mais je vous invite à aller voir cette proposition unique. Je l'avais beaucoup aidé pour s'il y en a qui ont vu ces gars-là l'été dernier à Comédia, ça on les a vraiment écrits ensemble là. On avait été un petit peu intense mais il y avait des comédies musicales. C'était assez chargé, mais ces gars-là qui ont été diffusés, c'était 2 gars-là le même soir, mais différents. On avait écrit ça ensemble. Puis, donc, voilà. Donc,
Voilà, donc c'est la seule autre personne pour laquelle j'ai écrit. C'est des amis, bref, finalement. Mais non, c'est bien correct. Voilà. Bon, mais David, c'est l'heure de la prescription. OK, David, je te laisse ouvrir le bal. OK, moi, je vais vous le dire tout de suite, les choix, c'est pas ma force. Tu me dis, on est 3, je suis comme, ah non, c'est pas 1000, excuse. Mais parce qu'on a parlé de Bo Burnham, je vais commencer avec ça. Okay. Oui, Inside, qui est son plus récent, qui est comme, je pense, est un chef-d'œuvre, mais comme on a dit, ses autres spectacles, Make Happy, What sont sur Netflix. Mais peu de gens connaissent qui a fait un recueil de poésie il y a une couple d'années qui s'appelle Egghead. OK. Même moi, je n'étais pas au courant. Ah, tu vois. Okay. Et donc, ça, c'est une affaire que j'ai donnée à beaucoup d'amis qui était un peu une affaire que, OK, il faisait ça. Puis il en lisait quelques extraits même dans What. OK, donc, c'est le petit livre qu'il prenait sur scène. Ouais, en fait, celui qu'il prenait sur scène, c'était un faux livre avec rien dedans, mais il y a un vrai livre qui existe avec tous ses poèmes. Certains sont drôles, certains sont émouvants, cette espèce d'amalgame-là qu'ils connaissent si bien. Donc, ce livre-là est ultimement aussi son film qu'il a écrit et réalisé, qui s'appelle 8th Grade, dans lequel il ne joue pas. Et c'est extraordinaire. C'est un coming of age sur une fille de 13 ans qui est au middle school, puis à l'époque à laquelle on vit, avec les réseaux sociaux. Qui est pas tant drôle que ça. Il y a des moments, je pourrais dire cocasses, mais c'est quand même plus dramatique. Ouais, c'est pas une comédie. Non, à la base. C'est pas une comédie. J'ai-tu dit comédie? Non, okay. Mais je dis parce qu'on parle depuis tantôt à quel point il est drôle et tout ça. Mais je veux dire juste comme mentionner que c'est quand même pas lourd non plus, c'est beau parce que c'est quand même une période difficile dans sa vie à la jeune fille. Puis complètement. Parce que justement, quelqu'un il avait dit genre, mais ton film, c'est pas une comédie, puis il avait déjà dit Bo Burnham. Non, si c'était une comédie, j'aurais aimé ça que ce soit vraiment plus drôle. Comme si ça, c'est considéré comme une comédie. Genre, c'est pas tant drôle. Tu sais, où il y a des moments un peu cocasses plus drôles, mais c'est ça, c'est pas une. C'est à vous qu'il faut le préciser pour quelqu'un qui pourrait pas savoir. Mais oui, donc 8th Grade et aussi ce recueil de le recueil de poésie. Egghead, ça s'appelle. Egghead. Ouais. Super. Tantôt on a mentionné Just for Laugh, à quel point que c'était pas que les gens ne savaient pas à quel point. Moi, je parlais de quelque chose que les gens savent déjà un peu, mais peut-être pas encore assez à quel point. Ben, c'est un disque de l'Orchestre symphonique de Montréal qui s'appelle La Mer de Debussy. En 91 que ce disque-là avait paru, puis et dans les années 90, les gens s'en souviennent pas, peut-être pas, mais tu sais, l'OSM, c'était un des meilleurs orchestres dans le monde. Je veux dire, il est encore très bon, mais je disais, les gens se garrochaient dans les salles quand ils partaient retourner pour les entendre, puis un des trucs qui était la marque un peu de commerce, c'était cette espèce de musique française, justement de Debussy, La Mer. Sur ce même disque, on peut entendre Jeu, Prélude à l'après-midi d'un faune. Et vraiment, si on veut entendre ce fameux son de l'OSM, parce que vraiment, il y a un son unique qui était reconnu partout dans le monde, c'est ce son-là. C'est de cette époque-là qu'on parle en particulier. Qu'est-ce qui rendait ce son-là si unique à l'époque? Il y avait quand même le chef, il y avait Charles Dutoit qui était présent, qui avait comme développé, si on peut dire ainsi, cette esthétique-là. Et c'était assez rentre-dedans, dans le sens que la balance était là, les gens jouaient généreusement avec les instruments, et faut le dire quand même, parce que l'orchestre a évolué dans la salle Wilfrid Pelletier pendant longtemps. C'est ça la salle de l'orchestre, qui est une salle horrible pour les orchestres symphoniques. Quand je dis horrible, ça peut pas être pire, c'est tellement sec. Et là, quand l'orchestre se déplaçait, il atterrissait justement dans des endroits comme Carnegie Hall, mais eux avaient ces habitudes-là de jouer pour une salle sèche, si on peut dire. Mm-hmm. Ça éclatait, les gens en avaient plein la vue, ils n'avaient jamais entendu une telle chose. Wow. Donc, et là, la réputation a fait le tour du globe. Donc, un disque à écouter absolument, c'est La Mer de Debussy par l'Orchestre symphonique de Montréal. C'est noté. Voilà. Est-ce que j'enchaîne? Oui, c'est toi qui enchaîne. Prochaine suggestion, c'est pas une affaire qui est récente, mais c'est quelque chose que j'ai découvert récemment. Okay. Puis je trouve que c'était quelque chose qui est quand même assez méconnu. Moi, je suis un gros sucker pour les coming of age, ce genre-là. C'est de films, il y a quelque chose là-dedans, je sais pas, on dirait duquel je m'attends pas.
Et il y en a un que j'ai découvert, que j'ai vu au cinéma moderne, qui est un cinéma sur Saint-Laurent, qui des fois remettent en salle des films. Ouais, des passés. classiques. Ouais. Exact. Et c'est évidemment le meilleur contexte dans lequel les découvrir. J'ai eu la chance de découvrir le film À l'Ouest de Pluton. Oui. Qui est un film qui a été fait à très, très, très petit budget. Oui. On ne pas dire avec des peanuts. Il y a de cela, je pense que c'est 2007 ou 2008, si je ne me trompe pas. Ouais. Le film. Et c'est ça, on suit c'est comme ça a été fait dans la même mentalité qu'un kino, mais sur une plus longue échelle. Ouais. Et ce sont des comédiens non professionnels. C'est vraiment des vrais jeunes. C'est pas des gens de 26 qui jouent des gens de 15. C'est vraiment des vrais ados. On n'est pas dans Watatata. Non. Puis le réal était là en plus après la performance. Puis il y avait un Q&A que j'ai duquel j'ai agressivement pris contrôle. Je pense que c'est comme devenu un podcast. Les gens disent, on peut tous s'en aller. Et j'étais comme, non, mais c'est parce que j'avais plein de questions. Puis ils ont vraiment pris des jeunes. C'est des jeunes qui étaient dans l'équipe d'impro. Puis c'est comme devenu un atelier d'après-école dont on pratiquait des scènes, tout ça. Puis je trouve que ça transperce l'écran. Il y a cette affaire-là. Puis bref, c'est un film qui est drôle, touchant et qui est très oui, connu des cinéphiles un peu plus, mais pas très connu du grand public. Non, pas tant que ça. Je sais, même le trouver en ce moment, je pense qu'il est sur Apple, ou Apple TV, je l'ai vu, mais il est pas sur beaucoup de plateformes. Donc, non, puis c'est comme tu viens de le dire, c'était dans des petites présentations privées comme ça, qui arrivent une fois de temps en temps. Ça joue un petit peu à la télévision, peut-être, à Radio-Can ou comme à Télé-Québec, mais t'as raison, c'est pas un film qui est facilement trouvable. Exact. Puis ça a été tourné justement dans 2006, tout ça, puis moi, c'est exactement l'année où j'avais l'âge des personnages, tu sais. Okay. Fait qu'il y avait quelque chose avec, tu sais, les vêtements, puis ça, c'était comme, fuck oui, Billabong. Tu sais, mais juste toute cette espèce, les référents, puis cette espèce de... Puis, en tout cas, il y a vraiment quelque chose, il y a un feel dans ce film-là qui est assez unique, dans le fond, dans la forme. Puis tu sais, on voit le grain là, de la caméra, tu sais, c'est vraiment, ça semble comme ça a été filmé, mais c'est superbe, puis ça s'appelle À l'Ouest de Pluton, donc si vous pouvez mettre la main là-dessus. Cool. Moi, je vais parler de mon podcast, j'en écoute beaucoup des podcasts, mais mon podcast préféré depuis le début, presque je les suis, puis je te l'avais déjà mentionné une fois, puis ça s'appelle Your Mom's House. Comment ça avait été présenté à moi, c'était un ami qui m'avait dit, écoute, faut que tu écoutes absolument ça, puis ça met en vedette deux humoristes, Tom Segura et Christina Pujitsky, qui sont un couple dans la vie. Donc c'est un podcast de couple. Et lui, il m'a pas vendu l'idée d'écouter ça en disant, tu vois, c'est vraiment hilarant. Il me dit, cette relation de couple, c'est mon rêve d'atteindre ça un jour avec une fille. Si je peux avoir cette complicité-là, ce franc-parler et cette symbiose, cette espèce d'état avec un autre être humain, je vais avoir réussi ma vie. Ben là, pour moi, tout de suite, j'ai fait, OK, je vais aller. Puis il m'a même pas dit que c'était évident, ces deux stand-up qui sortent ensemble. C'est sûr qu'il va y avoir des éléments humoristiques là-dedans. Ouais. Et je suis complètement vendu. Tous les mercredis matins à 9h, j'attends mon épisode patiemment. C'est un safe space de vulgarité. C'est très vulgaire. C'est un éloge à l'erreur, au dégoût. Ils font des analyses de vidéos qui sont horribles, mais chacun rit de l'autre, mais c'est tellement vrai, ça fait presque peur des fois d'écouter ce podcast-là parce qu'on voit vraiment l'humain qui est en l'air de ça. Les deux ont des enfants. Puis tu sais, on a vu Christina être enceinte, manquer une semaine, revenir après. Puis là, on vit leur état familial. C'est vraiment beau, c'est vraiment touchant. C'est très drôle. Mais si vous êtes un peu allergique à des idées, comme je l'ai dit, un peu même très vulgaires, allez pas là, vous allez être vraiment, vraiment déçus. Mais moi, j'aime ça un peu des fois, hein, c'est le fun. Ben oui, puis en plus, les podcasts, j'en cherche tout le temps des nouveaux, tu sais, on dirait qu'on on a besoin d'un certain taux de roulement, pis ça, puis fait que non, c'est ça, je vais... Mais ça, c'est rendu au Canada anglais, à anglais, apparemment, c'est populaire. Québécois, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui le connaissent, mais déjà... Juste sur YouTube, je pense qu'ils ont 1,8 million d'abonnés. C'est une entreprise maintenant, ce podcast-là. Donc, à écouter. Le marché américain, hein, elle est incroyable. C'est fou. La démographie. Bon, le troisième et dernier, je vais en squeezer une coupe, mais je vais prendre moins de temps. Non. T'as le temps, vas-y. Jean-Claude Lard,
qui est décédé récemment, qui était venu à mon podcast, parce qu'on a parlé de l'ancien on avait parlé de tout ça. Son film Parlez-nous d'amour. Oui. Ou Parlez-moi d'amour. Non, Parlez-nous d'amour. Parlez-moi d'amour. Parlez-moi d'amour. Ouais. C'est ça, excuse, c'est ça, ouais. je savais que je me trompais. Qui est une satire du showbiz keb des années 70, mais qui probablement sera encore valide à bien des égards. Oui. Qui me fait cramper. Je vous avertis, c'est extrêmement grinçant, là, c'est de l'humour noir. Et à l'époque, ça avait terriblement choqué. Là, ben oui, puis encore à ce jour, parce qu'il est encore en vie, Jacques Boulanger renie le film. Ben oui, alors qu'il est à l'heure. Pour la petite histoire, c'est lui, il racontait des anecdotes, puis ils ont demandé est-ce qu'on peut faire un film avec ça. Puis ils ont tout enregistré ça sur des cassettes, comme un ancêtre du podcast, et ils ont donné les cassettes à Michel Tremblay. Oui, le célèbre Michel Tremblay. Ils ont dit peux-tu écrire un scénario? Puis il a dit parfait. Et quand le film est sorti, ça a tellement choqué que les femmes sont allées voir, les madames, entre guillemets, sont allées voir Jacques, ils ont dit Jacques, dis-nous que c'est pas vrai! Ah non, Puis il a complètement choqué, il a fait ah non, c'est pas vrai! Puis Jean-Claude Dalle, comme voyons, on est parti de tout ce que tu nous as raconté, puis on a juste mis ça dans un film. Fait ça a été. Mais bref, il est sur YouTube. Il y a quelqu'un qui l'a mis sur YouTube. OK. Et honnêtement, quand il est décédé, Jean-Claude, je l'ai partagé, puis. En tout cas, c'est un style d'humour, je l'avertis, c'est vraiment, ça rit jaune. C'est très inconfortable à plusieurs moments, mais je trouve ça une de mes comédies québécoises préférées, là, toutes catégories confondues. Tantôt, on a parlé, mini truc avant qu'on revienne à ça, mais j'ai un des derniers films que j'ai été voir au cinéma, The Worst Person in the World, qui est la traduction d'un film norvégien, qui en français est traduit Julie en 12 chapitres, que j'ai moi-même surnommé si j'avais donné un autre titre, Tale of a Millennial, parce que c'est un peu un film sur la difficulté en amour qu'ont les millénarios. Et c'est très générationnel, la génération de laquelle je fais partie, mais j'ai vraiment aimé ça. Okay. Puis si vous avez la chance d'aller le voir... Moi, si je peux peut-être... T'es la première personne qui me dit d'aller le voir, et je vais aller le voir à cause de ça. Par contre, la bande-annonce, je trouve, avait pas l'air à la hauteur de ce que le film est. Ouais, moi, j'ai une philosophie, je ne regarde plus les bandes annonces. C'est un mantra. En fait. Pour moi, ça gâche trop d'affaires. Soit que ça spoil le film, soit que ça induit en erreur. Moi, je vais voir le film. J'aime ou j'aime pas, mais je regarde plus les bandes annonces. Tu lis le synopsis. Exact. Puis je m'informe sur le contexte de la patente, mais encore là, le moins possible. Je lis pas de critique avant. Ouais. Donc, sinon, ça... Voilà. Mais oui, il y a quelque chose avec ça, puis... En tout cas, bref, on en reparlera quand tu l'auras vu. Mais j'aime bien. Autre affaire aussi que je vais te parler, c'est parce qu'on parlait de mon show à Vancouver. Ouais. Puis sur le show, tu sais, c'est plein d'humoristes, puis moi, je les ai suivis, puis je regardais ça, puis il y a un des gars que j'ai vraiment aimé son set. Puis, tu sais, je sais que toi, tu connais tellement d'humoristes, t'en connais vraiment plus que moi, t'en consommes plus que moi. Puis lui, je suis comme, ben là, lui, il peut pas le connaître, il est trop inconnu. Il est tellement à petite échelle. Mais il y a un gars qui était sur le show, qui est le chum de Sophie Buttle, qui est allé sur le Late Show, qui s'appelle Mace Galoney. Qui est que c'est impossible que tu connaisses. Il a écrit sur This Hours 22 Minutes puis beaucoup de shows canadiens comme ça. Donc c'est un humoriste canadien. Ouais, exact. Qui est un gars de l'Ontario mais qui a déménagé là-bas parce que sa blonde est là-bas. Et lui, j'ai beaucoup aimé son set. Puis après ça, j'ai été checké. Puis comme tu l'as dit pour certains des humoristes que tu suis, tu sais, ils ont pas beaucoup d'affaires out there. Fait que lui, il y a un show sur Spotify qui s'appelle Awkwarder. Comme awkward R après, tu sais, comme et il y a un delivery, il y a un casting aussi très que je qualifierais de McLovin, les espèces de petites lunettes chétives, genre allô, genre. Mais il est très drôle, il y a des très bons bits, il y a une musique que j'aime. Puis ce gars-là, j'y ai écrit là, d'ailleurs j'ai sharé de ses affaires sur ma page. Lui, comme c'est qui le gars qui share l'humoriste Keb qui a plus de followers que moi, qui share, puis j'ai dit en passant si tu viens à JFL, tu me le diras. Puis c'est le genre de gars que tu pourrais croiser dans les petits shows. Mais je le trouve vraiment, vraiment comique. Puis j'ai sorti une autre affaire récemment sur Instagram que j'ai partagé, qui est un bit qui me fait vraiment rire. Fait que Mace Galoney, M-A-Y-C-E, espace G-A-L-O-N-I, humoriste très, très... très niché, mais qui me fait beaucoup rire. Puis je me suis dit, c'est bien un seul humoriste que Fred connaît pas. Ben non, c'est bon, connaît pas déjà. Excellent. Puis je te laisse avec... parce que j'étais beaucoup dans le cinéma puis dans l'humour, mais s'il y avait une suggestion musicale quand même, j'ai beaucoup écouté pendant Noël le dernier de Courtney Barnett, qui, s'il y en a qui ne connaissent pas, une Australienne folk, indie, très très cool, qui malheureusement a dû annuler son show au MTELUS parce que c'était en février, en plein pendant tout ça. Donc voilà, je pourrais continuer des heures, mais ça va être assez, donc voilà. Non, mais là, on a une très bonne prescription cette semaine, alors je te remercie beaucoup. Hey, merci David, est-ce que si je te réinvite,
qu'on essaie de prolonger peut-être cette amitié. Ça pourrait être bon. Et je pourrais te dire, Fred, je t'aime moi aussi. Ça tu fasses, non, mais là, on s'en parlera une autre fois. OK. Pas facile de faire un podcast avec des masques. C'est pas facile. Non, c'est pas facile. Hey, merci beaucoup. Puis fais attention à toi, puis on se revoit bientôt. Merci, Fred. Ciao. Vous venez d'écouter La Prescription avec Dr. Fred Lambert. À l'animation, Frédéric Lambert. Réalisation, montage, recherche et bons conseils, Olivier Chamberlain. Au logo, Joël Vaudreuil. La musique, le groupe Crabe, Jérôme Minière, Philippe B, Ben Chimie, Guillaume Beaulieu et Vincent Vertefeuille. Merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt.